Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci en tout cas Sophie et Julien d'être avec nous. Peut-être, est-ce que vous pouvez donner juste quelques mots sur vous et puis après je ferai une petite intro parce qu'on parle de zéro carbone. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le zéro carbone, mais c'est pas toujours très très clair. Vas-y. Je suis Sophie du moteur de recherche lilo.org et mon petit nom c'est Miss Goutte d'eau. Vous saurez pourquoi après. Vas-y, à toi. Julien Chardon, cofondateur et président d'ILEC, fournisseur d'électricité et de gaz renouvelable. Eh bien, de mon côté, donc, je suis Dimitri Carbonel, je suis le fondateur de Livosphère. Je travaille beaucoup sur des projets dans le domaine de l'innovation durable. Et aussi, je termine un livre qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance, qui va être normalement publié à la rentrée et qui aussi parle du zéro carbone. Alors, il y a une première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que le zéro carbone ou la neutralité carbone? Une entreprise, par exemple une compagnie aérienne, eh bien, elle va émettre des émissions de CO2 dès qu'il y a un avion qui va décoller. Eh bien, en fait, quand elle décolle, donc des émissions, ça fait un plus. De l'autre côté, évidemment, l'objectif, c'est de trouver des moyens de réduire ou plutôt de faire des moins pour atteindre en fait zéro. Donc comme ça s'équilibre. Ce qu'on appelle compenser. Et la technique la plus connue, en fait, c'est de planter des arbres, car évidemment, ils absorbent du CO2. Alors évidemment, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est pertinent quand une entreprise ou une organisation dit que, par exemple, en 2045, elle sera neutre en carbone? Alors, en fait, il y a un petit souci. Il y a un petit souci parce que pour donner un ordre de grandeur, si on voulait compenser la totalité des émissions de carbone dans le monde, il faudrait planter environ 9 forêts amazoniennes. En plus de la forêt amazonienne qui existe déjà. On voit que c'est un petit peu compliqué, ça ne va pas être facile de faire ça. Donc, franchement, une entreprise qui se dit neutre en carbone, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Alors, bien sûr, c'est important de financer des projets durables dans le domaine de la reforestation, dans le domaine, par exemple, de l'agroécologie, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le vrai sujet, c'est de réduire en fait ces émissions de CO2. Et elles viennent en premier lieu de la production d'électricité, du transport, de la fabrication de produits. Et si on ajoute notamment les autres gaz à effet de serre, comme le méthane, il faut rajouter bien sûr l'agriculture. Alors, globalement, si vous avez des actions qui réduisent les émissions de carbone, elles vont aussi avoir un effet positif sur l'environnement, par exemple en diminuant la pollution de l'eau ou de l'air. Néanmoins, c'est loin d'être parfait. Et c'est important donc de mesurer et d'améliorer d'autres dimensions, comme la biodiversité, mais aussi l'engagement social. Et en fait, il y a une raison toute simple. C'est parce que, imaginons que vous ayez un projet extraordinaire, mais que de l'autre côté, il n'y a personne qui vous rejoint. En fait, vous n'allez pas aller bien loin. D'où l'importance, effectivement, d'intégrer, d'inclure aussi ce qu'on appelle les parties prenantes, enfin toutes les personnes ou les acteurs dans ce domaine-là. Eh bien, c'est justement ces sujets-là que nous allons aborder donc, avec Sophie et Julien. Et je vais commencer avec toi, Sophie. Alors, avant de forcer les gens à changer drastiquement leur comportement, je pense que c'est pas mal de leur donner la possibilité qu'ils le fassent par eux-mêmes. Alors Sophie, justement, c'est l'objectif de lilo.org parce que c'est un moteur de recherche éco-responsable, car il permet de faire en fait le premier pas pour tous les utilisateurs afin de financer donc, des projets environnementaux et sociaux. Et est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus Avec plaisir, Dimitri. En fait, on utilise tous ici un moteur de recherche sur notre ordinateur, sur notre téléphone portable. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les moteurs de recherche, ça génère beaucoup d'argent. En France, c'est plus de 2 milliards d'euros. Nous, chez Lilo, on est parti d'un constat tout simple. Et si on mettait cette économie, l'économie de notre époque, au service des enjeux de notre époque? Voilà, donc c'est ce qu'on propose. Et on permet en fait à chacun d'aider, d'être utile simplement en changeant de moteur de recherche. Donc notre moteur de recherche, lilo.org, il s'installe simplement sur son navigateur ou sur son téléphone. Et à chaque recherche, on va vous créditer d'une goutte d'eau. Voilà. Et au fur et à mesure de vos recherches, vous allez comme ça cumuler les gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau, elles vont vous permettre
de financer des projets sociaux et environnementaux. Disons, c'est le seul cas où, entre guillemets, une inondation serait positive, en fait. Exactement. Nous, on aime bien surfer sur la vague, si on veut aller dans ce sens-là. Une expression qu'on aime bien aussi, c'est les petites gouttes d'eau font les grandes rivières. Et aujourd'hui, on a déjà ainsi reversé, nos utilisateurs ont permis ainsi de financer des projets, des associations à hauteur de plus de 3,7 millions d'euros. Mais, parce que bon, effectivement, hein, vous avez financé pas mal de projets. Est-ce qu'il y a des projets emblématiques, justement, que vous avez financés dernièrement? Oui, alors on a, je pense que tu commençais ton introduction en parlant de planter des arbres. Comme on est sur une thématique zéro carbone, il y a un projet nous qu'on aime bien chez Lilo qui évite de déforester. Donc on a un projet qui est à Arroutam et qui, alors c'est vrai que chez Lilo on promeut beaucoup, je dirais, l'innovation aussi dans le modèle. Et Arroutam, en fait, il évite la déforestation en rendant la terre aux Indiens. En fait, les terres qui sont habitées par les populations autochtones en Équateur ou au Pérou ont 17 fois moins de déforestation. Depuis leur création, ils ont ainsi préservé plus de 600 000 hectares. Un tiers de ces 600 000 hectares, 200 000, ont été financés gratuitement grâce aux utilisateurs de l'îlot. Donc ça, c'est un des projets. On a aussi, sur une dimension autre, mais moi qui me tient aussi à cœur, par exemple, on a des acteurs comme l'hôpital Necker des enfants malades ou le CHU de Lille qui se sont dit comment est-ce qu'on va au-delà de notre fonction. Alors c'est vrai qu'on a une fonction de soignant, mais les personnes qui sont dans ces hôpitaux, ils aiment bien aller au-delà du geste médical et de prendre la personne dans son ensemble. Et en ce moment, par exemple, pour le CHU de Lille, tous les salariés, tous les employés utilisent l'îlot au quotidien pour financer un programme qui a pour objectif d'apporter des soins bien-être aux patients de cancérologie. Et aujourd'hui, tous ici, on peut aussi les rejoindre dans cette démarche. Oui, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, le moteur de recherche, ça paraît basique, mais le fait d'engager les personnes dans leur, entre guillemets, quand elles recherchent, et qu'elles se disent, tiens, lorsque je fais une recherche, eh bien, ça aide aussi, soit mon propre établissement, mais pour des bonnes causes. Effectivement, ça donne toute la valeur et ça change, je pense, l'engagement que chacun peut avoir sur des actions qui sont toutes simples, en fait. Ouais. Moi, j'ai une conviction personnelle. Moi, dans ma vie, je suis heureuse quand j'ai l'impression d'avoir un impact, d'agir. Une fois, j'ai entendu cette phrase, « agir rend heureux ». Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, sur la partie nouveau modèle ou transition, on a tendance à opposer en se disant, voilà, oui, il y a des personnes qui peuvent le faire, d'autres personnes qui ne peuvent pas le faire. Moi, chez Lilo, j'aime bien parce qu'on donne cette possibilité simple, accessible à tous. Alors, on ne va pas changer le monde, attention, mais on donne à chacun la possibilité d'y contribuer et de créer un collectif, une dimension où, ensemble, on fait les choses. Et ça, c'est chouette. Julien, on va reparler sur la partie donc, empreinte carbone et plus particulièrement de tout ce qui est production d'énergie. Donc, ILEC, effectivement, tu l'as dit, est fournisseur d'énergie renouvelable. Il y a un point qui a quand même éveillé ma curiosité parce que généralement, quand on achète un énergéticien, on achète donc son énergie, on la consomme et puis ça s'arrête là. Et là, vous donnez non seulement la possibilité aux consommateurs de choisir en fait le producteur local avec lequel il a envie d'effectivement recevoir son énergie, mais en plus vous leur permettez d'y investir, ce qui est comme assez innovant par rapport à d'autres modèles. Et donc c'est pour ça que ça m'intéresse ça nous intéresse tous, pas que moi heureusement, mais justement que tu en parles un peu plus et puis que tu expliques aussi comment ça fonctionne. Alors oui, ILEC, on est fournisseur d'électricité renouvelable et de gaz renouvelable qu'on achète à des producteurs partout en France, de petits producteurs d'énergie renouvelable, électricité et gaz. Alors ça veut dire quoi, petits producteurs d'énergie renouvelable en France? Il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de petits producteurs en France, que ce soit de l'hydroélectricité sur les barrages en montagne, dans le Massif central, aussi un peu en Bretagne, etc. Il y a des producteurs éoliens, on en parle beaucoup en ce moment, des producteurs solaires, de la méthanisation, des agriculteurs qui produisent aussi de l'énergie. Et donc c'est tout ça en fait auquel on contribue en achetant leur énergie, en signant un contrat d'achat d'énergie avec eux, et puis en permettant finalement à tout un chacun
chacun pour son logement. Tout le monde a l'électricité aujourd'hui en France, il y a 30 millions de foyers. Et il y a une dizaine de millions de foyers de gaz également qui sont équipés en gaz. Et donc on permet à tout un chacun, tout simplement, de non pas physiquement changer leur alimentation, mais de financer par l'acte d'achat la production d'énergie renouvelable en France. Et ça veut dire quoi, financer par l'acte d'achat la production d'énergie renouvelable en France? Ça veut dire que tout simplement, quand une facture disons 1000 €, une facture annuelle d'énergie, et que vous souscrivez à une offre d'électricité, voire même à une offre d'électricité verte, il faut savoir qu'il y a 98% de l'électricité verte, des offres d'électricité verte aujourd'hui en France qui sont commercialisées et qui permettent d'avoir, on parlait de financer de projets à partir de gouttes d'eau, ben là, le montant moyen reversé lorsque vous achetez ce type d'offre est de 15 centimes annuellement. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, en fait, on va acheter l'énergie et donc on va signer des contrats effectivement avec les producteurs et en moyenne, on va reverser sur cette même facture de 1000 € aux producteurs choisis, que ce soit en électricité ou en gaz, environ 300 à 400 €. Ça dépend de la consommation, parce qu'après vous payez des taxes, vous payez le réseau dans la facture. C'est une forme effectivement de revenu additionnel en fait. Et donc il y a 15 centimes d'un côté qui revient effectivement à des producteurs dans les offres d'électricité verte et de l'autre 300. Donc c'est un peu le gap qu'on a. Et en effet, du coup, on est actif sur le marché français sur l'électricité depuis fin 2016. Et puis du coup, donc l'électricité renouvelable, on sait à peu près tout ce que c'est. Il faut savoir que c'est principalement des barrages en France et puis ensuite de l'éolien et ensuite du solaire. Et on connaît assez peu le gaz renouvelable, qui en fait est de la méthanisation. Donc c'est des agriculteurs principalement. Donc on travaille avec une vingtaine de producteurs agricoles qui ont. Donc vous avez peut-être la photo en tête, mais c'est des sortes de silos avec une bâche verte par-dessus qui est bombée. C'est un digesteur, hein, c'est voilà, ça, hein, techniquement ça s'appelle comme ça. Il y a un digesteur. Donc en fait c'est fait à partir de déchets de matière agricole, liquide ou solide. Donc liquide, c'est le lisier. Solide, ça peut être les pieds de maïs, par exemple. Donc qui sont mis dans des installations méthanisées. Ça produit du gaz et qui est injecté du méthane. Sur le réseau. Sur le réseau. Alors après, d'après ce que je sais, bon. Il faut bien faire attention à la manière dont c'est fait parce qu'il peut y avoir des fuites de gaz. Si par exemple on commence à épandre le digestat, c'est un peu compliqué. Donc il faut bien maîtriser. Mais justement, ça rejoint un peu aussi un autre point. C'est que ce qui est intéressant, c'est que vous accompagnez aussi les porteurs de projets d'énergie renouvelable. Et on le voit par exemple pour la méthanisation, si on le fait mal, ça peut avoir des impacts en termes d'émissions de CO2. Et vous le faites vraiment de bout en bout, parce que ce n'est pas uniquement effectivement sur le projet opérationnel. Exactement, on a parlé de la phase achat, une fois que le projet est produit. Et puis c'est vrai qu'on accompagne les porteurs de projets aussi en phase amont, en phase de développement du projet, quand ce n'est que phase de papier et qu'il n'y a pas de projet, sur les accompagner sur les territoires, à expliquer en réunion publique ce que ça va être la commercialisation d'énergie et donc quels vont être les débouchés locaux de cette production renouvelable. Et puis également, depuis c'est une offre qu'on a lancée cette semaine, aujourd'hui limitée à nos clients, qui est de financer par leur épargne, que leur épargne dorme sur un livret A, de financer les installations de production d'énergie renouvelable en prêtant de l'argent à ce type d'installation. On a lancé cette offre en début de semaine et le premier projet, on a obtenu auprès de nos clients 500 000 € de prêt pour un projet de méthanisation. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'en particulier, s'il y a des agriculteurs qui commencent à investir là-dedans, c'est important de les accompagner de bout en bout parce que ce n'est pas nécessairement leur métier à la base. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Après, j'avais une autre question pour Sophie, mais il reste quelques minutes, notamment une question de modèle économique. Parce quand même, on se pose la question, un moteur de recherche qui finance des projets environnementaux et sociaux, mais comment est-ce que vous gagnez de l'argent, quoi? Et surtout, comment vous faites pour le reverser? Parce que je pense que vous n'êtes pas que bénévole. Comme je disais, il y a plusieurs types d'innovations. Donc, les moteurs de recherche, dans le monde, il y en a 5 qui ont leur algorithme.
Voilà. Nous, on s'est dit, notre objectif, notre mission, c'est de financer, de promouvoir des projets. Donc on s'est dit, on va être malin, on ne va pas recréer des trucs de serveurs. Et puis en plus, aujourd'hui, recréer un moteur de recherche, je pense que c'est pas possible. Donc on est assez pragmatique. Donc on récupère les algorithmes, les résultats d'autres. Et puis, on les met à disposition de nos utilisateurs. On a aussi ainsi un partenariat avec Bing, un partenariat avec Page Jaune. Et grâce aux annonceurs qui achètent des mots-clés comme la SNCF, etc., sur notre moteur de recherche, c'est ce qui fait notre chiffre d'affaires. Et on reverse 50% du chiffre d'affaires au projet, au prorata des gouttes d'eau qui leur ont été reversées par nos utilisateurs. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est plutôt que de recréer la roue à chaque fois, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Et là, pour le coup, de vous focaliser sur ce qui est le plus important, effectivement, c'est le financement de projets. Et j'ai une question pour vous deux. C'est, voilà, on parle beaucoup, comment dire, de zéro carbone, de la compensation, etc., ou de réduire nos émissions, parce que c'est ça qui est plus correct. Comment est-ce qu'on peut associer cet objectif avec d'autres objectifs, justement, par exemple, améliorer la biodiversité, avoir un impact, je dirais, moins important sur la biodiversité ou la réduction des inégalités sociales. Comment on peut faire le lien entre, justement, ces deux sujets, hein, selon vous, hein? Moi, je pense que clairement, les sujets ils sont connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux au niveau de l'écologie, ils sont intrinsèquement liés à des enjeux au niveau de la pauvreté. C'est-à-dire les premières personnes qui vont être impactées par le changement climatique, ce sont les populations les plus pauvres. Là, on vient de lancer cette semaine une opération de grande envergure avec Sea Shepherd, qui intervient notamment sur l'île de Mayotte pour sauver le lagon. Et comment ils viennent? En fait, ils interviennent sur un aspect qui est sauver les tortues marines du braconnage, parce que les tortues sont une espèce clé de voûte. Donc il y a vraiment un élément en cascade. Les tortues sont nécessaires pour préserver ce lagon, qui est le 3e plus gros lagon au monde. J'ai été interpellée sur un post que j'ai fait en disant « Ah oui, mais la situation est complexe. Mayotte, il y a les populations locales, il y a aussi c'est des populations de grande pauvreté. » Certes, mais aujourd'hui, si le lagon de Mayotte disparaît, quelles vont être les premières personnes impactées? C'est justement ces populations locales, très pauvres, qui aujourd'hui dépendent du lagon pour leur vie ou même pour leur survie. Oui, ça montre la nécessité à chaque fois de réfléchir à l'ensemble des différentes personnes, acteurs sur le sujet pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Je sais pas si Julien, qu'est-ce que enfin voilà, Tom Dilek. Nous, on a un autre exemple en effet de faire participer nos clients, nos utilisateurs à des sujets qui sont au-delà du sujet énergétique. Et je pense d'ailleurs qu'on se rejoint sur un point avec Sophie. On a permis par le parrainage, donc quand un client parraine un membre de sa famille, un ami, il peut, au lieu d'avoir les réductions que vous avez un peu partout, il peut faire un don et on a récolté sur cette année 10 000 € pour WWF par exemple. Ouais, ça permet effectivement vraiment d'étendre comment dire, le réseau entre guillemets et puis justement de permettre d'avoir de plus en plus de projets. On va basculer maintenant avec Simon pour notre deuxième entretien qui est donc le cofondateur de Carbo. Alors, encore merci, bien sûr, Sophie et Julien pour ce premier point. Et puis, je te laisse, Simon, prendre la parole. Merci beaucoup, Dimitri. Bonjour, Julien. Bonjour, Sophie. Enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Simon Letourneau, donc le cofondateur de Carbo. Notre mission chez Carbo, c'est ça que tu voulais que je fasse, pitcher un peu à Carbo? Oui, tout à fait, c'est à toi de pitcher, comme c'est parti. Personne n'en fait. Donc vraiment notre mission de Carbo, c'est permettre à chacun, à la fois les particuliers et les entreprises, de prendre conscience de son empreinte carbone pour derrière réduire cette empreinte carbone. C'est exactement ce que vous disiez, Dimitri, ce que tu disais au début, ce côté, oui, il y a des projets de contribution, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est cette partie prise de conscience et réduction. C'est exactement la mission là, que j'ai affichée sur l'écran, c'est amplifier la prise de conscience pour réduire notre empreinte carbone. Chez Carbo, on pense qu'on peut faire ça via la technologie, et on est aussi sur Vivatech pour justement faire un peu une certaine apologie de la technologie. Et on pense qu'on peut le faire aussi via la pédagogie. C'est ce que vous disiez, Sophie, tout à l'heure, c'est la technologie au service de notre époque. Mais quel est l'idéal derrière?
Et via la pédagogie, c'est pour la deuxième partie de notre mission, c'est pour justement réduire cette empreinte carbone. On a la conviction chez Carbo que demain, et préparez-vous toutes et tous, hein, l'empreinte carbone va être présente partout dans nos vies. Comme les calories sont arrivées dans le langage courant dans les années 2000, l'empreinte carbone va être présente partout. En revanche, on est aussi convaincu que ce n'est pas suffisant. On pense que grâce à la technologie, on va pouvoir diffuser cette empreinte carbone partout. En revanche, ce qui va être vachement important aussi, c'est de réduire. Et donc, en plus d'apporter cette donnée carbone via la technologie, comment on apporte des conseils, des réductions, des comparaisons qui permettent à chacun, à la fois les individus et les entreprises, de réduire leur empreinte. Et après, concrètement, Carbo, c'est ce que c'est. On a deux solutions. On a une solution pour les entreprises qui permet de suivre sa comptabilité carbone, etc., et de faire cet indicateur carbone comme un indicateur financier traditionnel. Et on a une solution pour les particuliers, pour les citoyens, qui est gratuite. Et je rebondis sur ce que disait Julien tout à l'heure, c'est pour prendre conscience de ces actes d'achat. Donc pour les particuliers, les gens peuvent connecter leur compte bancaire s'ils le souhaitent, et on estime l'empreinte carbone basée sur les achats d'énergie, mais aussi basée sur les achats de toute notre vie, en fait. Je pense que à la fois les citoyens, les entreprises doivent prendre conscience de cette empreinte carbone pour derrière la réduire. C'est vrai que tu abordes la question de la technologie, parce que d'un côté, c'est un puissant levier sur le plan environnemental, notamment pour mesurer, parce que la meilleure façon de s'améliorer, c'est justement d'abord de commencer par se mesurer. Après, de l'autre côté, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser Carbo pour même l'utilisation de ses propres technologies, parce que ce serait comme absurde de mettre en place des technologies qui consomment ou qui émettent plus que ce qu'elles ne rapportent, et donc de vraiment faire un équilibre, de voir la balance entre les deux. Aussi, pour calculer son empreinte carbone, je dirais on pourrait se contenter de faire une sorte de règle de ou avec son relevé bancaire, mais je pense que vous allez quand même bien au-delà en utilisant un certain nombre d'algorithmes et en récupérant un certain nombre de données. Justement, comment vous procédez C'est une très bonne question. Nous, notre métier, c'est de récupérer toutes les données qui peuvent exister, peu importe le type de données, que ce soit des données physiques, bancaires, etc., de le mettre, on va dire, dans notre algorithme où on a plus de 30 millions de points de données sur lesquels on fait mouliner tout ça, donc on parlait de machine learning, etc., et de renvoyer de la donnée CO2. On pourrait imaginer renvoyer de la donnée CO2 pour une recherche, par exemple Internet. On pourrait imaginer renvoyer la donnée CO2 pour les petits producteurs dont on parlait tout à l'heure, pour chacun des petits producteurs. Mais ce n'est pas uniquement d'envoyer cette donnée CO2, c'est d'envoyer cette donnée de CO2 enrichie, avec justement des éléments de comparaison. Aujourd'hui, si je vous dis combien de tonnes un Français moyen dépense par an de CO2, alors on le sait peut-être ici, mais c'est 12 tonnes de CO2 par an, ça ne parle à personne. Pour les accords de Paris, il faudrait être aux alentours de 2 tonnes. Donc en fait, juste avoir la donnée n'a aucune importance. Il faut derrière passer par justement, on va dire des sciences cognitives, comportementales ou autres, pour essayer justement de changer les comportements. Et c'est quelque chose que je n'ai pas dit au départ, c'est un des problèmes qu'on essaye de résoudre chez Carbo, c'est pas forcément le réchauffement climatique, ça serait déjà ne pas du tout faire preuve d'humilité. Et c'est l'inaction face au réchauffement climatique. Essayer de comprendre, en fait, moi vraiment je ne comprends pas pourquoi depuis 50 ans, on sait qu'il y a un problème de réchauffement climatique, le rapport Meadows, 72, limiter la croissance, etc., etc. Depuis 50 ans, on ne fait rien. Tous les accords de Paris et autres n'ont rien changé. Donc pourquoi il y a cette inaction? Ce n'est pas uniquement apporter de la donnée et de l'information, c'est essayer de jouer sur les comportements des individus et des entreprises. Il y a plein de possibilités pour le faire, pour justement changer ces comportements. Oui, effectivement, on a vu l'exemple, c'est un autre domaine, c'est par exemple Yuka dans le domaine alimentaire qui a fait changer les comportements sur le plan alimentation. C'est clair que si ça devient une donnée qui est essentielle, à partir de là, il y a certainement des personnes qui ont commencé à modifier. D'ailleurs, vous avez de plus en plus de clients et qu'est-ce qui va motiver une entreprise à basculer, à vraiment s'engager à se décarboner plutôt que faire du greenwashing en fait? Parce que je crois même qu'il y a un certain nombre d'exemples où il y a des entreprises qui lient leur impact environnemental individuel sur même leur bonus, sur leur salaire. C'est une très bonne question. Pour répondre sur la première partie de la question sur Yuka, Yuka a réussi quelque chose d'assez incroyable. Il se base sur une base de données qui s'appelle Open Food Fact. Et en fait, Yuka a récupéré ces données quanti et les a transformées en données qualitatives. Je ne sais pas si vous voyez tous sur Yuka, il y a des petites gommettes rouges, verts, jaunes, etc. Il y a un petit score 80 sur 100. Donc ça, c'est vraiment la partie pédagogique de Yuka qui a permis de changer les comportements. Et c'est aussi, on s'inspire beaucoup de ce qu'ils peuvent faire. Sur la deuxième partie de ta question, sur pourquoi les entreprises veulent rentrer dans cette démarche, un peu quels sont les drivers qui motivent ces acteurs économiques, pour moi, ils sont de différents ordres. Et je vais prendre un petit peu ce qu'on connaît au quotidien chez Carbo. On a plus d'une centaine d'entreprises qui sont clientes de nos solutions, des gens comme Back Market, Alan, etc. J'aime le principal driver qui est le driver philosophique. Les gens en interne se disent « Ok, fine, on a une entreprise,
à quoi ça sert concrètement? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'impact qu'on peut avoir au sein de l'entreprise? Il y a un driver qui est très fort aussi, c'est les clients, que ce soit en B2B ou en B2C, et je pense que Julien est le premier à être au courant de ça. En fait, c'est les clients demandent cette information, que ce soit des consommateurs ou même des entreprises. Pour information, il y a des appels d'offres qui sortent. Il y a un appel d'offres qui est sorti d'Engie. 25% de la note de l'appel d'offres était basée sur des critères RSE environnementaux, 12% sur le bilan carbone. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans un modèle business. C'est plus du nice to have en fait, le bilan carbone. C'est obligatoire quasiment. Il y a un driver réglementaire, alors je fais toujours confiance au réglementaire pour arriver un peu après la bataille. Et après, il y a des drivers aussi de ressources humaines, de marques employeurs et même des drivers d'investisseurs. Je ne sais pas si vous avez vu les tendances de marché très fortes des 3 agences de notation financière américaines qui ont racheté quand même les 3 agences de notation extra-financières européennes, au-delà du problème régalien que ça peut emmener. Les investisseurs aujourd'hui évaluent les entreprises suivant des critères immatériels. Et d'ailleurs, on le voit, hein, il y a certaines entreprises qui sont cotées en bourse qui ont vraiment une valeur boursière qui n'a rien à voir avec leur valeur financière. C'est ça, tous ces indicateurs extra-financiers vont être les indicateurs de demain, sociaux et environnementaux et donc carbone. Oui, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce type de transition, ils sont un peu cernés partout, hein, donc d'où l'importance effectivement d'évoluer. Il y a une autre question, mais ce sera pour vous 3 aussi. Il y a un autre domaine, Simon, qui tient à cœur, en fait, pour le coup, qui me tient aussi énormément à cœur. C'est tu travailles sur l'écriture et la diffusion de nouveaux récits écologiques. Alors, c'est vrai que les récits d'effondrement et de catastrophes naturelles, c'est pas super exaltant. Hein. Donc, pourquoi est-ce que justement tu recherches à faire de nouveaux récits? Bon, il y a une certaine évidence ici, mais et quel type de récit, justement, toi, tu as commencé à écrire, peut-être pas d'ailleurs tout seul? Alors c'est quelque chose qui est en réflexion et c'est quelque chose qui n'est pas uniquement solitaire comme démarche. Quand on reprend un peu la genèse du projet, c'est qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action. Et il y a quelque chose qui est très fort qui nous empêche de passer à l'action, ça s'appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire si on dit à quelqu'un, ou même une société, demain on va tous mourir, ça ne change pas les comportements. Fumer-tu sur un paquet de cigarettes n'a jamais eu aucun impact sanitaire dans aucun pays. Donc en fait, j'ai l'impression que certains récits écologiques, donc c'est l'effondrement, on a des récits solutionnistes, on a des récits techno-BA, on a des récits transhumanistes, on a des récits écoféministes qui sont très intéressants aussi. Chez Carbo, on essaye aussi de réfléchir à quel pourrait être le récit écologique qui permet d'être au niveau global et avoir une certaine aspiration globale, mais aussi au niveau personnel, qui peut, à un niveau personnel, se réapproprier certaines choses, sans aller dans le détail, parce que c'est des choses qui sont en construction. Hein. Le récit que j'essaye, en tout cas aujourd'hui, sur lequel j'essaye de réfléchir, c'est un récit écologique qui serait basé sur une réappropriation du temps. C'est cette réappropriation du temps, d'être en harmonie avec son temps personnel, son temps collectif et son temps planétaire. Et on sait très bien que quand on parle du temps, le temps planétaire est limité, les saisons viennent une après les autres. Un enfant, quand il grandit, il fait 1500 pas, je crois, avant d'essayer de réussir à marcher. On sait qu'aussi individuellement, on a besoin du temps pour connecter avec les autres. Et ça me permet peut-être de regarder la montre et de surtout expliquer aussi, on est à Vivatech, il y a une sorte de le progrès, la technologie, les grands groupes. Je trouve que le côté start-up et grands groupes est ultra performant. Nous, on a été accueillis par le groupe La Poste et on sait qu'avec ces grands groupes, on peut passer à une autre échelle. Et si je reviens à ce que je disais, c'est que le progrès et la technologie, tu le disais tout à l'heure assez justement, pourquoi faire ? Dans quel but et dans quel objectif final? Est-ce que c'est pour ajouter plus de pubs à certains endroits ou est-ce que c'est pour être chez ILEC, chez Lilo, chez Carbo, réfléchir à des algorithmes qui aident les consommateurs à avoir plus d'informations et plus de prise de conscience? Oui, ce qui veut dire en fait, effectivement, le problème, c'est que parfois la technologie devient une fin en soi, alors qu'en réalité, la technologie doit justement servir à d'autres choses. Et encore, on n'a pas toujours besoin de technologie. Hein. Bon, c'est vrai que moi aussi, enfin, dans ce domaine-là, dans le livre, je parle d'une société boule de Guy, mais qui est dans le même sens que ce que tu dis. Effectivement, la réappropriation du temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se réapproprie le temps, on va peut-être à un rythme qui est moins rapide, qui est moins imposé par les technologies, et donc effectivement, je pense qu'il y a un impact évidemment positif. Je voulais savoir, Sophie et Julien, comment vous voyez justement en termes de récits écologiques? Est-ce qu'il y a des récits aussi, ou peut-être des projections, ou une manière de se projeter au-delà de toutes les histoires qu'on dit sur l'effondrement, etc., que vous avez envie de transmettre? Alors, j'ai pensé à une chose, et après, c'est complètement en contradiction de ce que vient de dire Simon, donc je ne sais pas. Récemment, on a fait un atelier de fresques du climat chez Lilo, et c'est vrai que
un moment donné, on s'est dit, mais c'est quoi plus 2 degrés, plus 5 degrés? On ne sait pas ce que c'est. On a du mal à se projeter. Et là, Amandine, qui animait l'atelier, a dit, oui, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait ce que c'était quand c'était moins 5 degrés. Moins 5 degrés, vous savez ce que c'était? C'était l'ère glaciaire. C'était un moment donné où on allait à pied. Il n'y avait pas le channel entre la France et l'Angleterre. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a des éléments de prise de conscience qui sont importants. On parle de réchauffement climatique. Réchauffement, c'est un terme assez doux, finalement. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien les choses douces, mais parfois, je me dis, voilà, on a aussi... On va parler de rupture climatique ou... Il y a peut-être des éléments de wording, effectivement, qui sont à travailler, oui. Et Julien, je ne sais pas s'il y a des choses auxquelles tu penses en termes de récit. Hein. Moi, je voudrais aussi revenir sur l'enjeu extra-financier et le fait que les acteurs économiques, mais aussi en fait votre argent finalement, notre argent et l'argent de chacun a finalement un impact. Sur la manière dont il est investi demain. Par exemple, chez ILEC, on a, vous parliez tout à l'heure d'enjeux extra-financiers, on a un business plan extra-financier. Donc nos actionnaires on a mis en place en commun un business plan extra-financier et la rémunération des dirigeants est indexée, la rémunération variable est indexée sur la réussite de ce business plan extra-financier. Donc en fait, c'est une motivation, c'est-à-dire qu'il y a la motivation philosophique et en fait, mécaniquement, on est dans le sujet. Et puis, voilà, principalement pour l'enjeu. Et après, de manière générale, l'enjeu, et Carbo le met bien en avant, le sujet des émissions de gaz à effet de serre et notamment du dioxyde de carbone, c'est qu'il y en a partout. En fait, donc il faut agir effectivement. On va bientôt s'arrêter parce qu'on est, on est à la limite du temps. En fait, merci beaucoup Julien, Sophie et Simon. C'était vraiment passionnant d'échanger avec pas mal de connexions entre toutes et tous. Et puis, écoutez, poursuivez donc avec nous. Donc on va parler d'autres sujets en termes d'environnement. Merci.